L'art d'émouvoir les hommes et de les amener où l'on veut consiste principalement à savoir faire un bon usage de ces images. L'écrivain le plus austère, celui qui fait la profession la plus sérieuse de le mettre en œuvre pour nous persuader que la raison toute nue, sent bientôt que pour nous convaincre, il nous faut émouvoir, et qu'il faut pour nous émouvoir mettre sous nos yeux, par des peintures, les objets dont il nous parle. Un des plus grands partisans du raisonnement sévère que nous ayons eu, le père Malebranche, a écrit contre la contagion des imaginations fortes dont le charme peut nous séduire consiste dans leur fécondité en images et dans le talent qu'elles ont de peindre vivement les objets, mais qu'on ne s'attende point à voir dans son discours une précision sèche qui écarte toutes les figures capables de nous émouvoir et de nous séduire, ni qui se borne aux raisons concluantes. Ce discours est rempli d'images et de peintures, et c'est à notre imagination qu'il parle contre l'abus de l'imagination. La poésie du style fait la plus grande différence qui soit entre les vers et la prose. Bien des métaphores qui passeraient pour des figures trop hardies dans le style oratoire le plus élevé sont reçues en poésie. Les images et les figures doivent être encore plus fréquentes dans la plupart des genres de la poésie que dans les discours oratoires. La rhétorique, qui veut persuader notre raison, doit toujours conserver un air de modération et de sincérité. Il n'en est pas de même de la poésie, qui songe à nous émouvoir préférablement à toute chose, et qui tombera d'accord si l'on veut qu'elle est souvent de mauvaise foi. C'est donc la poésie du style qui fait le poète plutôt que la rime et la césure. Suivant Horace, on peut être poète en un discours en prose, et l'on n'est souvent que prosateur dans un discours écrit en vers. Quintilien explique si bien la nature et l'usage des images et des figures dans les derniers chapitres de son 8e livre et dans les premiers chapitres du livre suivant, qu'il ne laisse rien à faire que d'admirer sa pénétration et son grand sens. Cette partie de la poésie la plus importante est en même temps la plus difficile. C'est pour inventer des images qui peignent bien ce que le poète veut dire. C'est pour trouver les expressions propres à leur donner l'être qu'il a besoin d'un feu divin et non pas pour rimer. Un poète médiocre peut, à force de consultation et de travail, faire un plan régulier et donner des mœurs décentes à ses personnages. Mais il n'y a qu'un homme doué du génie de l'art qui puisse soutenir ses vers par des fictions continuelles et par des images renaissantes à chaque période. Un homme sans génie tombe bientôt dans la froideur qui naît des figures qui manquent de justesse et qui ne peignent point nettement leur objet, ou dans le ridicule qui naît des figures lesquelles ne sont point convenables au sujet. Telles sont par exemple les figures que met en œuvre le Carme, auteur du poème de la Madeleine, qui forme souvent des images grotesques où le poète ne devrait nous offrir que des images sérieuses. Le conseil d'un ami peut bien nous faire supprimer quelques figures impropres ou mal imaginées, mais il peut nous inspirer le génie nécessaire pour inventer celles dont il conviendrait de se servir. Le secours d'autrui, comme nous le dirons en parlant du génie, ne saurait faire un poète, il peut tout au plus l'aider à se former. Un peu de réflexion sur la destinée des poèmes français publiés depuis 80 ans achèvera de nous persuader que le plus grand mérite d'un poème vient de la convenance et de la continuité des images et des peintures que ces vers nous présentent. Le caractère de la poésie du style a toujours décidé du bon ou du mauvais succès des poèmes, même de ceux qui, par leur étendue, semblent dépendre le plus de l'économie du plan, de la distribution de l'action et de la décence des mœurs. Nous avons deux tragédies du Grand Corneille dont la conduite et la plupart des caractères sont très défectueux, le Cid et la mort de Pompée. On pourrait même disputer à cette dernière pièce le titre de tragédie. Cependant, le public enchanté par la poésie du style de ces ouvrages ne se lasse point de les admirer et il les place fort au-dessus de plusieurs autres dont les mœurs sont meilleures et dont le plan est régulier. Tous les raisonnements des critiques ne le persuaderont jamais qu'il est tort de prendre pour des ouvrages excellents deux tragédies qui depuis 80 ans font toujours pleurer les spectateurs. Mais comme le dit le poète anglais, auteur de la tragédie de Caton, les vers des poètes anglais sont souvent harmonieux et pompeux, avec un sens trivial qui ne consiste qu'en un jeu de mots, lequel ne fait point d'image. Au lieu que dans les tragédies des anciens, ainsi que dans celles de Corneille et de Racine, le vers présente toujours quelque chose à l'imagination,
Leur poésie est encore plus belle par les images que par l'harmonie. Le sens des mots enrichit leurs phrases encore plus que le choix et l'assemblage mélodieux des sons qui la composent. La Pucelle de Chapelain et le Clovis de Desmarets sont deux poèmes épiques, dont la constitution et les mœurs valent mieux sans comparaison que celles de deux tragédies dont j'ai parlé. Des deux tragédies. D'ailleurs, leurs incidents, qui font la plus belle partie de notre histoire, doivent plus attacher la nation française que des événements arrivés depuis longtemps dans l'Espagne et dans l'Égypte. Chacun sait le succès de ces poèmes épiques qu'on ne saurait imputer qu'au défaut de la poésie du style. On y trouve presque point de sentiment naturel capable d'intéresser. Ce défaut leur est commun. Quant aux images, Desmarets ne crayonne que des chimères et Chapelain, dans son style tudesque, ne dessine rien que d'imparfait et d'estropié. Toutes ces peintures sont des tableaux gothiques. De là vient le seul défaut de la Pucelle, mais dont il faut, suivant Despréaux, que ses défenseurs conviennent, le défaut qu'on ne la saurait lire. Du motif qui fait lire les poésies, que l'on n'y cherche pas l'instruction comme dans d'autres livres. Les gens du métier sont les seuls qui se fassent une étude de la lecture des poètes. On ne les lit plus, nous l'avons déjà dit, que pour s'occuper agréablement dès qu'on est sorti du collège, et non pas comme on lit les historiens et les philosophes, c'est-à-dire pour apprendre. Si l'on peut tirer des instructions de la lecture d'un poème, cette instruction n'est guère le motif qui fait ouvrir le livre. Nous faisons donc le contraire en lisant un poète de ce que nous faisons en lisant un autre livre. En lisant un historien, par exemple, nous regardons son style comme l'accessoire. L'important, c'est la vérité, c'est la singularité des faits qu'il nous apprend. En lisant un poème, nous regardons les instructions que nous y pouvons prendre comme l'accessoire. L'important, c'est le style, parce que c'est du style d'un poème que dépend le plaisir de son lecteur. Si la poésie du style du roman de Télémaque eût été languissante, peu de personnes auraient achevé la lecture de l'ouvrage, quoiqu'il n'en eût pas été moins rempli d'instructions profitables. C'est donc suivant que la lecture d'un poème nous plaît que nous le louons. On remarquera que je ne parle ici que des personnes qui étudient, car celles qui lisent principalement pour s'amuser, et en second lieu pour s'instruire, c'est l'usage cependant que les trois quarts du monde font de la lecture, aiment encore mieux les livres d'histoire, dont le style est intéressant, que les livres d'histoire mal écrits, mais pleins d'exactitude et d'érudition. Bien des personnes suivent même ce goût dans le choix qu'elles font des livres de philosophie et d'autres sciences encore plus sérieuses que la philosophie. Qu'on juge si le monde ne doit pas trouver que le poème qui sait le mieux lui plaire doit être le meilleur. Les hommes qui ne lisent les poèmes que pour être entretenus agréablement par des fictions se livrent donc dans cette lecture au plaisir actuel. Ils se laissent souvent aller aux impressions que fait sur eux l'endroit du poème qui est sous leurs yeux. Lorsque cet endroit les occupe agréablement, ils ne s'avisent guère de suspendre leur plaisir pour faire réflexion s'il n'y a point de faute contre les règles. Si nous tombons sur une faute grossière et sensible, notre plaisir est bien interrompu. Nous pouvons bien alors faire des reproches au poète, mais nous nous réconcilions avec lui dès que ce mauvais endroit du poème est passé, dès que notre plaisir a recommencé. Le plaisir actuel qui domine les hommes et avec tant d'empire, qui leur fait oublier les mots passés et qui leur cache les mots à venir, peut bien nous faire oublier les fautes d'un poème qui nous ont choqués davantage dès qu'elles ne sont plus sous nos yeux. Quant à ces fautes relatives, et qu'on ne démêle qu'en retournant sur ses pas et en faisant réflexion sur ce qu'on a vu, elles diminuent très peu le plaisir du lecteur et du spectateur, quand même il lit la pièce, ou quand il la voit après avoir été informé de ses fautes. Ceux qui ont lu la critique de Cide n'en ont pas moins de plaisir à voir cette tragédie. En effet, l'événement qu'un poète tragique aura trop laissé prévoir, en le préparant grossièrement, ne laissera point de nous toucher s'il est bien traité. Cet événement nous intéressera bien, qu'il ne nous surprenne point réellement, quoique les événements de Polyeucte et d'Athalie ne surprennent pas véritablement ceux qui ont vu plusieurs fois ces tragédies. Ils ne laissent pas de les toucher jusqu'aux larmes. Il semble que l'esprit oublie ce qu'il sait des événements d'une tragédie dont il connaît parfaitement la fable, afin de mieux jouir du plaisir de la surprise que ces événements causent lorsqu'ils ne sont pas attendus. Il faut bien qu'il arrive en nous quelque chose d'approchant de ce que je dis, car après avoir vu 20 fois la tragédie de Mithridate,
on est presque aussi frappé du retour imprévu de ce prince quand il est annoncé à la fin du premier acte, que si cet incident de la pièce surprenait véritablement. Notre mémoire paraît donc suspendue au spectacle, et il semble que nous nous y bornions à ne savoir les événements que lorsque on nous les annonce. On s'interdit d'anticiper sur les événements, et comme on oublie ce qu'on a vu à d'autres représentations, on peut bien oublier ce que l'indiscrétion d'un poète lui a fait révéler avant le temps. L'attrait du plaisir a-t-il tant de peine à étouffer la voix de la raison? Enfin, si le charme du coloris est si puissant qu'il nous fasse aimer les tableaux du Bassan, nonobstant les fautes énormes contre l'ordonnance et le dessin, contre la vraisemblance poétique et pittoresque dont ils sont remplis, si le charme du coloris nous les fait vanter, bien que ces fautes soient actuellement sous nos yeux lorsque nous les louons, on peut aisément concevoir comment les charmes de la poésie du style nous font oublier dans la lecture d'un poème les fautes que nous y avons aperçues. Il s'ensuit de mon exposition que le meilleur poème est celui dont la lecture nous intéresse davantage, que c'est celui qui nous séduit au point de nous cacher la plus grande partie de ses fautes et de nous faire oublier volontiers celles mêmes que nous avons vues et qui nous ont choqués. Or, c'est à proportion des charmes de la poésie du style qu'un poème nous intéresse. Voilà pourquoi les hommes préféreront toujours les poèmes qui touchent aux poèmes réguliers. Voilà pourquoi nous préférons le Cid à tant d'autres tragédies. Si l'on veut rappeler les choses à leur véritable principe, c'est donc par la poésie du style qu'il faut juger d'un poème, plutôt que par sa régularité, que par la décence des mœurs. Nos voisins, les Italiens, ont deux poèmes épiques en leur langue, la Jérusalem délivrée du Tasse et le Roland furieux de l'Arioste, qui, comme l'Iliade et l'Énéide, sont devenus des livres de la bibliothèque du genre humain. On vante le poème du Tasse pour la décence des mœurs, pour la convenance et pour la dignité des caractères, pour l'économie du plan, en un mot sa régularité. Je ne dirai rien des mœurs, des caractères, de la décence et du plan du poème de l'Arioste. Homère fut un géomètre auprès de lui, et l'on sait le beau nom que le cardinal d'Este donna au Rama, informe l'histoire mal tissée qui compose le Roland furieux. L'unité d'action y est si mal observée qu'on a été obligé, dans les éditions postérieures, d'indiquer par une note mise à côté de l'endroit où le poète interrompt une histoire, l'endroit du poème où il la recommence, afin que le lecteur puisse suivre le fil de cette histoire. On a rendu en cela un grand service au public, car on ne lit pas deux fois l'Arioste de suite, et en passant du premier chant au second et de celui-là aux autres successivement, mais bien en suivant indépendamment de l'ordre des livres les différentes histoires qu'il a plutôt incorporées qu'unies ensemble. Cependant, les Italiens, généralement parlant, placent l'Arioste fort au-dessus du Tasse. L'Académie de la Crusca, après avoir examiné le procès dans les formes, a fait une décision authentique qui adjuge à l'Arioste le premier rang entre les poètes épiques italiens. Le plus zélé défenseur du Tasse confesse qu'il attaque l'opinion générale et que tout le monde a décidé pour l'Arioste, séduit par la poésie de son style. Elle l'emporte véritablement sur la poésie de la Jérusalem délivrée, dont les figures ne sont pas souvent convenables à l'endroit où le poète les met en œuvre. Il y a souvent encore plus de brillant et d'éclat dans ces figures que de vérité. Je veux dire qu'elles surprennent et qu'elles éblouissent l'imagination, mais qu'elles n'y peignent pas distinctement des images propres à nous intéresser. Voilà ce que Despréaux a défini le clinquant du Tasse, et les étrangers, à l'exception de quelques compatriotes du dernier, ont souscrit à ce jugement. Quant au poète, dont toutes ces merveilles sont tirées, dit Addison, en parlant d'un opéra italien dont le sujet avait été pris dans le Tasse, je suis de l'avis de Despréaux qu'un vers de Virgile vaut mieux que tout le clinquant du Tasse. Il est vrai néanmoins, pour continuer la figure, qu'on trouve quelquefois de l'or le plus pur à côté de ce clinquant. On voudrait inutilement faire changer le sentiment aux Italiens, et l'on se doute bien de ce qu'il répondrait à l'étranger, qui s'aviserait de les réprimander sur la dépravation de leur goût. Il ferait ce que firent nos pères quand on voulut diminuer leur amour pour le Cid. Les raisonnements des autres peuvent bien nous persuader le contraire de ce que nous croyons, mais non pas le contraire de ce que nous sentons. Or, nous sentons bien quel est celui des deux poèmes qui nous fait le plus grand plaisir. C'est de quoi je dois parler plus au long à la fin de la seconde partie de cet ouvrage.
L'expression me paraît dans un tableau ce que la poésie du style est dans un poème. Je comparerai volontiers le coloris avec cette partie de l'art poétique qui consiste à choisir et à arranger les mots de manière qu'il en résulte des vers qui soient harmonieux dans la prononciation. Cette partie de l'art poétique peut s'appeler la mécanique de la poésie.